Bonjour à toutes. Alors, je suis ravie de vous accueillir pour cette troisième journée où on va aller explorer les médecines du sauvage. Donc, pour celles qui nous ont rejoints aujourd'hui, le sauvage, pour moi, c'est vraiment cette force de vie qui nous ramène au plus proche de notre être véritable, qui n'a pas encore été conditionné par toute cette expérience terrestre. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Johanna Sandretto. J'accompagne les mamans et les femmes multipotentielles à s'ouvrir à leur présence, réensauvager leur vie pour oser être soi, porter sa voix et s'autoriser à vivre depuis ses évidences. Aujourd'hui, je suis particulièrement honorée et émue de recevoir Beata. Beata, qui est une femme vraiment multicasquette, c'est une musicienne, une thérapeute, psychonaute. Si vous ne la connaissez pas, elle a vraiment un super podcast qui s'appelle The Whole Spectrum à aller découvrir. Voilà, et c'est une guide spirituelle qui crée des ponts entre les différentes couches de notre être. Bienvenue, Beata. Merci Johanna, merci pour cette présentation. Avec grand plaisir. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on peut dialoguer avec son âme au cœur de la nuit. Et moi, je suis vraiment honorée et contente que tu sois là parce que c'est tellement un gros sujet pour les parents, pour les mamans, d'être réveillés la nuit. Et je vais juste partager rapidement mon expérience, mais c'est vrai que pour mon premier enfant, mon garçon, il était au biberon et donc limite on se battait un peu la nuit avec le papa pour qui sait qu'elle allait faire la tournée cette nuit quoi parce qu'on voulait pas être fatigué. Et ma deuxième, je l'ai allaitée donc il n'y avait pas de sujet et j'ai fait toutes les nuits avec plusieurs réveils pendant plusieurs mois. Et là, le seul truc que j'avais, c'était de prendre soin de mon discours intérieur le matin quand j'étais fatiguée, d'arrêter de me dire, ah, je suis défoncée, comment je vais faire pour faire la journée. J'en étais à Hmm. ce stade-là, tu vois, de me dire, bon, bah, je vais prendre soin des mots que j'emploie et je vais m'apporter de la douceur. Et quand je suis rentrée dans un de tes programmes, pour ma troisième, elle avait 3 mois, donc là, je l'allaitais aussi, il y avait 4 à 5 réveils nocturnes. C'était le programme de lucide, mais moi je suis pas allée jusqu'à faire des rêves lucides, mais juste ce que tu nous as expliqué au début de comment on pouvait profiter de ces moments de la nuit et aussi de réveil pour rentrer vraiment en dialogue avec son âme. Mais ça a transformé ma Ton maternité. expérience. Parce que du coup, Waouh. j'étais même contente en fait des fois, tu vois, d'être réveillée. Et comme on avait, tu vois, de me rendre compte que le moment où elle me réveillait n'avait rien d'un hasard. En fait, ça a enlevé un peu, tu sais, comme toute la colère qu'il y avait dessus, etc. et tout. Bon, je vais pas tout spoiler parce qu'on va en garder un peu pour après, mais Hmm. est-ce que tu veux, toi, justement, nous partager ta vision de ce qui se passe la nuit quand on dort? Mhm. Alors, déjà, j'ai beaucoup d'admiration que toi, tu aies fait le programme ayant un petit bout. Et je suis extrêmement touchée du retour d'expérience que tu as fait. Parce que, apparemment, donc, vous qui êtes là et qui écoutez, vous êtes majoritairement des mamans et peut-être des futures mères en devenir. Et donc, il y a quelque chose de extrêmement spécial qui va se passer la nuit, c'est que je pense que vous le savez très bien ou vous le devez le sentir intuitivement. Les enfants, ils sont encore en atterrissage de leur dimension divine et spirituelle bien plus, ils sont bien plus développés dans le spirituel et l'astral, on va dire, que dans leur corps physique jusqu'à 1 an, 2 ans. On Hmm. pourrait dire que le bébé est vraiment arrivé dans les 2 ans, que l'enfant est vraiment atterri dans le corps physique dans les 2 ans. Ça veut dire que tout ce qui va se passer, vu que vous êtes en symbiose totale avec votre bibou jusqu'à cette période-là, c'est que vous allez aussi rentrer en connexion avec ces plans beaucoup plus fort. C'est comme si le voile va être de plus en plus fin avec ses couches, qui, peut-être on pourra en parler là très très rapidement, on pourrait faire un peu le millefeuille des dimensions pour les gens qui Ouais, n'ont pas encore bien sûr. vraiment navigué ces couches-là. Ce que j'aimerais vous dire, c'est tout ce que je vais vous dire là, c'est pas grave si vous le percevez pas, mais essayez d'imaginer ça œuvre quand même. On a beaucoup de chance en ce moment parce que grâce à la physique quantique, grâce aussi aux gens qui ont des sorties de corps par les expériences de mort imminente, les comas, etc. Et ce qu'on peut voir aussi avec la progression de la science qui peut mesurer les oscillations des ondes cérébrales, etc. C'est de plus en plus réel. Et
pour tous les gens qui sont aussi des navigateurs de ces couches-là, on peut vous dire c'est très réel. Mm. Et donc, moi, ce que j'aimerais juste vous communiquer, que vous l'expérimentiez ou pas, c'est vous êtes ici dans votre corps physique, un peu comme si votre corps physique, c'est une ancre d'un bateau dans les couches les plus palpables et qui présentent beaucoup de limitations spatio-temporelles, physiques, etc. Mais vous existez énergétiquement au-delà de ce corps physique, comme le bateau existe au-delà de l'ancre, comme le vent qui fait avancer le bateau existe au-delà du bateau, vous avez aussi d'autres dimensions de votre être. Si on reste sur la métaphore de l'ancre et du bateau, votre corps physique, c'est l'ancre. Votre corps mental et émotionnel, on va les garder proches, même si c'est deux corps très différents. On va dire que c'est le bateau, parce que c'est encore un peu tangible. C'est les choses que vous expérimentez dans votre corps physique, et ça reste très proche de votre expérience humaine physique. Mais vous avez aussi une dimension spirituelle, énergétique, qui est extrêmement vaste et qui a accès à des informations qui n'ont rien à voir avec cet espace-temps ici. C'est multispatio-temporel. Donc, vous pouvez avoir accès à toutes vos vies passées. Vous pouvez aussi avoir accès au futur. Et peut-être pour les gens un peu sceptiques qui se disent, mais est-ce que ça existe vraiment ça ou est-ce que c'est une croyance religieuse? Je voudrais vous envoyer vers le podcast Telepathy Tapes, qui travaille avec les enfants autistes et les enfants qui ont des syndromes de Down, par exemple, et qui sont handicapés dans leur corps physique. Et aujourd'hui, grâce au progrès scientifique, et on a des nouvelles technologies qui nous permettent de traduire ce qui se passe dans la conscience de ces enfants qui physiquement ne bougent pas, mais qui ont toute leur présence, aux iPads, grâce à plein de choses, on arrive à savoir où ils sont énergétiquement. Et ces enfants nous montrent en fait que eux, ils sont complètement dans la couche que je viens de vous décrire, la couche spirituelle qui est au-delà du spatio-temporel. Et c'est pour ça que ce podcast s'appelle Telepathy Tapes, parce que là, du coup, on comprend que les enfants autistes ou les enfants qui ont des syndromes de Down, des gros handicaps dans le corps physique, en fait, sont télépathes. Ils voyagent dans le temps, ils peuvent prédire l'avenir, ils ont de la communication à travers les différents plans, ils peuvent parler aux anges, ils peuvent parler aux défunts, ils peuvent parler au futur, ils peuvent capter toutes les pensées de la pièce. Et du coup, pour vous ramener à la métaphore du bateau, cette dimension-là, où vous êtes vraiment au-delà du spatio-temporel et de vos émotions, de votre mental, c'est quelque chose auquel vous avez accès quand vous arrivez à plus vous identifier aux couches précédentes. D'où l'intérêt du rêve et Mm. d'où l'intérêt encore plus si vous êtes mère. Parce que c'est quoi le point commun entre tout ce que je viens de raconter là? C'est que la nuit, le fait que vous relâchiez votre présence dans votre corps physique et que vous soyez plus en train de nourrir des préoccupations mentales et émotionnelles, c'est comme si vous dissociez l'énergie de l'encre et l'énergie va être disponible pour les autres plans. Donc, ça pourrait être d'aller dans le bateau. C'est là où vous pouvez avoir des expériences la nuit de rêves très mentaux, de rêves très analytiques. Vous pouvez un peu décrypter votre psyché. Vous pouvez avoir aussi des réminiscences de traumas, de gros dossiers qui sont dans votre corps émotionnel et vous pouvez les processer. Mais si vous arrivez aussi à tranquilliser votre être et à la relâcher aussi ses préoccupations, vous allez aussi avoir accès la nuit aux autres plans dont je viens de parler. Donc, où vous pouvez être télépathe, vous pouvez avoir des prémonitions sur l'avenir, vous pouvez avoir accès à vos guides, vous pouvez avoir accès à vos vies passées, vous pouvez avoir accès à votre âme. Mm. Et donc, juste avant de te redonner la parole, parce que là, je la prends très longtemps, euh, là où c'est encore plus beau quand vous êtes mère, c'est que comme votre enfant en bas âge, parce que ça peut aller aussi jusqu'à 7 ans, cette ouverture aux différents mondes. On dit 7 ans parce qu'en fait, à partir de 6, 7 ans, 5, 6, 7 ans, l'enfant va tellement dans les codes du monde physique avec l'éducation et aussi l'adaptation aux copains, l'adaptation au monde qu'il navigue, apprendre un langage aussi, apprendre à manipuler tous les objets. Ça le ramène tellement dans son corps physique que petit à petit, il ferme les écoutilles. Et ça me touche profondément parce que vous pouvez voir en fait que l'enfant atterrit, mais aussi
il peut plus naviguer cette multitude. Ça devient un petit peu compliqué pour lui d'opérer sur ce multiplan. Donc, il fait un choix d'efficacité et il reste dans le monde physique. Donc, si vous êtes jeune mère, si vos enfants sont encore en bas âge, la nuit, par proximité à vos enfants, vu que vous êtes tellement en symbiose et vous êtes en totale co-régulation avec vos enfants, vous allez avoir encore plus accès à ce que vous êtes au-delà du corps physique. Waouh, merci Beata. Je dis bonjour à Karen. Et il y a Lila Ah, aussi qui est coucou! là et qui nous dit waouh, cette métaphore du bateau est puissante. Et il y a Marie aussi qui est là. Bonjour Marie. Mhm. Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu nous as partagé parce que moi je l'ai vraiment ressenti en fait. Du coup, en amenant de la conscience sur ces parties de la nuit, en choisissant surtout de changer le regard que je posais dessus parce que tu nous avais ouvert une voie. Je me suis rendu compte que c'était des moments où j'étais hyper connectée à mes intuitions. Si la journée je luttais pas contre la fatigue, tu vois, ça m'avait reconnectée j'étais tout le temps connectée en fait comme à un autre plan de moi. Et la nuit, il y a des moments du coup parce que normalement je me rappelle jamais de mes rêves, mais là en ayant cette intention, en la posant, il y a quand même plein de fois où je me suis dit ah mais en fait dans mon rêve je suis avec ma fille. Ah Ah ok. ouais. Et là, je me suis dit, ah bah en fait, on fait des trucs la nuit. Tu vois, genre, et je suis sûre qu'elle m'a emmenée dans des endroits, voilà, enfin, c'était tellement beau du coup de se rendre compte aussi qu'en fait, ensemble, on fait des trucs. Et là, maintenant, ça fait 2 ans, donc je dors plus avec elle et je peux te dire, je me réveille plus du tout la nuit et je sais plus du tout. Ce qui, c'est bon, c'est pas grave, ça me va aussi, mais j'ai adoré du coup que cette période-là, eh ben, elle ait pu servir à développer la conscience de ce qui se passe dans ce Hmm. domaine-là et surtout, quelque chose que je fais encore de temps en temps maintenant quand j'ai vraiment envie d'avoir une réponse, une connexion avec moi, c'est ce que tu nous as partagé, qu'en fait, avant d'aller se coucher, on pouvait poser une question à notre âme. Mhm. Et donc moi, c'est ce que je faisais, et puis d'observer quand je me réveillais. Alors, tu vois, c'est là où je dis, c'était simplement d'en avoir l'intention, parce qu'en fait, j'ai remarqué quand ma petite me réveillait pour téter, bah juste, j'ai pas de conscience de quoi que ce soit, et puis elle tète, et voilà. Mais là, je me disais, ah non, mais en fait, je peux me rappeler de mon rêve, et donc où est-ce que Oui. j'étais? Et là, hop, ça arrivait, tu vois. Et après, et Alors, c'était drôle ouais, d'avoir des réponses. Vas-y, c'est là où vas-y. ça rebondit sur ce que tu disais en introduction, c'est que vu que dans ces plans subtils, vous avez accès à de la supraconscience, on va dire, vous rentrez en contact avec l'intelligence suprême du vivant qui sait tout. Et donc, par exemple, moi, j'ai un chat. J'ai pas, alors, un, un aveu, c'est que je ne suis pas mère, donc je suis très, très honorée d'être parmi vous là. Je ne suis pas encore mère, mais j'ai ma petite Luna, qui est un peu comme un bébé parce que je m'en occupe depuis qu'elle a 3 jours. Et du coup, je peux faire le parallèle avec elle, mais vous, il faudrait que vous fassiez le parallèle avec vos enfants et comment vos enfants vous réveillent la nuit. Déjà, gardez à l'esprit que un enfant ou un chat, même si on leur attribue des comportements un peu basiques parce qu'ils ne communiquent pas comme des adultes, etc., ce sont des supraconsciences ultra développées. Euh, et de la même façon, par exemple, que je vous disais, les enfants autistes ou qui ont un syndrome de Down, peut-être qu'ils ont l'air limités dans le corps physique, mais ce sont presque des déités, en fait, puisqu'ils ont accès, au-delà du spatio-temporel, à la banque de données universelle, et ils ont la capacité de sentir tout ça et de tenir cette information ici avec conscience et lucidité. Donc, c'est des oracles, quoi. Votre enfant est de cette nature-là. Votre chat, ou ce qui peut éventuellement la nuit vous réveiller, par exemple, même si votre partenaire fait quelque chose la nuit qui vous réveille, ne jamais oublier qu'à un niveau, nous sommes ces supraconsciences Hmm. et que la supraconscience, elle est omnisciente. Ça veut dire qu'elle sait tout, elle sent tout, elle sait votre mission d'âme, elle sait ce que vous cherchez dans la vie, elle sait là où vous butez, elle connaît les résistances de votre ego, elle sait les illusions que vous nourrissez au quotidien, elle sait le conditionnement que vous avez, elle connaît, enfin bref, elle est omnisciente, elle sait tout, la supraconscience. Donc, si par exemple, votre partenaire, il se met à avoir une quinte de tout, ou si votre bébé se met à se réveiller à un certain moment de la nuit, parfois, ça peut être
une coïncidence, une très jolie synchronicité qui vous réancre dans le physique. À un moment, vous étiez en train de contacter un code très spécifique dans les autres couches. Par exemple, si vous aviez continué votre cheminement nocturne sans cette intervention, peut-être que vous auriez du coup évolué vers d'autres couches de rêve. Je pense qu'il faut que je précise mon exemple. Imaginez, vous avez accès à un guide qui vous donne la réponse à votre question. Donc là, pendant la nuit, vous avez votre réponse. Mais vous n'êtes pas réveillé dans le corps physique. Donc, vous n'avez pas encore ramené cette sachance dans votre conscience active, qui va être la conscience qui, du coup, peut vous en servir dans le quotidien. Même si votre âme, elle a l'info, elle a la réponse. Et là, du coup, c'est là où la conscience universelle est tellement intelligente que pour que vous rameniez ce code dans le corps physique, elle va utiliser soit un orage, soit votre partenaire qui a une quinte de tout, soit votre bébé qui se réveille, soit le chat qui vous saute dessus à une heure très, très improbable. Parce que si vous n'aviez pas eu cette intervention-là, en fait, vous aurez cheminé dans d'autres sphères, peut-être plus de rêves, et vous auriez perdu le fil avec cette information vivide. Les gens qui ont ces expériences-là, ils remarquent d'ailleurs que les informations qui viennent de ces couches spirituelles, il y a vraiment un voltage différent. On, quand on se réveille, on est encore comme habité. Je ne sais pas si tu te souviens, Johanna, de ton expérience. Il y a vraiment une... C'est plus que « Oh, j'ai rêvé de ça ». Ouais, c'est C'est très quelque fort au chose niveau qui du habite. ressenti corporel. C'est comme si on l'avait vécu en vrai, quoi. Ouais, Et c'est c'est ça trop qui est beau. puissant, c'est parce que cette trace, elle est à l'intérieur, en fait. C'est pas... Mhm. Donc c'est beau parce que si on ramène à la notion de ce que tu exprimes dans tout ce sommet autour du sauvage, c'est vrai qu'au départ, quand tu m'as demandé de parler du rêve, j'étais là, mais t'es sûr? On peut parler d'autre chose, mais t'es sûr que c'est le rêve que tu veux aborder? Et en fait, j'ai réalisé que c'était hyper intelligent de ta part. C'est profondément avant-garde, en plus, ce que tu fais, de faire le lien entre le rêve et la nature sauvage. Parce que ce que je pense que j'aimerais beaucoup véhiculer à chacune d'entre vous qui écoutez là, c'est on a beau vouloir être sauvage, on a beau vouloir être authentique, et on a beau vouloir se libérer de nos schémas limitants, je crois que dans le corps physique, on ne se rendra jamais compte à quel point même ces désirs-là opèrent de croyances limitantes et même ces désirs-là opèrent de conditionnement. C'est-à-dire même quand on se dit je vais aller dans la forêt, je vais aller connecter à mes ancêtres, à mes racines, puis je vais arrêter de suivre le patriarcat, je vais décolonialiser mon imaginaire. Même quand on fait ça, notre, le, on est très réactive et on est en permanence en train de se trimballer nos insécurités subconscientes ou nos traumas à la micro-enfance qui ont conditionné certains besoins ou certaines, par exemple, pourquoi des fois on part sur des luttes hyper engagées. Est-ce que c'est de la vraie sauvagerie? Est-ce que c'est que je suis vraiment dans ma nature sauvage ou est-ce que c'est de la rébellion qui, du coup, n'est toujours pas sauvage? Parce que nos réactions à ce qui nous a colonisés, c'est toujours pas sauvage. C'est juste de la réaction. Et donc, le rêve est un espace hyper intéressant parce que c'est là où c'est pas colonialisé. Ni par notre éducation, ni par nos propres réactions, ni par nos croyances limitantes qui réagissent à notre colonialisme et à notre conditionnement. Et donc, il y a quelque chose de magnifique à aller explorer cette zone. Et là où il faut avoir beaucoup de patience et de compassion, si jamais vous avez commencé à travailler avec le rêve, vous allez remarquer qu'il y a différentes familles de rêves. C'est important. J'ai un petit peu de temps pour en Ah ouais, parler. ouais, vas-y, vas-y, avec plaisir. Il y a différentes familles de rêves. C'est-à-dire, vous vous souvenez que donc, la métaphore du bateau, elle est trop cool parce que il y a autant de différentes couches de rêves qu'il y a eu ces différents stades dans le bateau. Vous pouvez faire des expériences nocturnes très liées à votre corps physique. Par exemple, si vous êtes malade ou fiévreux dans le corps physique, vous allez délirer la nuit. Et la nuit, du coup, vous allez peut-être être en boucle somatique de le corps va juste
relâcher certaines hormones, il va se passer des trucs. Et donc, la nuit va être représentative de ce qui se passe dans le corps physique. Faut garder aussi une expérience, une logique, une conscience que vous n'êtes pas toujours en contact avec votre âme. Il y a des moments où la nuit, vous allez aussi être en purge et en purification des autres couches. Vous allez remarquer qu'il y a la famille des rêves émotionnels. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est quand, par exemple, vous allez avoir en général des rêves répétitifs où il y a des personnages répétitifs. Soit c'est des archétypes comme le père, la mère, la sœur, le partenaire, ou des figures qui vous ont impressionné ou marqué dans votre vie. Et ça se répète et c'est souvent des situations dans lesquelles il y a des grosses charges émotionnelles. Soit il peut même y avoir des paralysies nocturnes dans ces espaces-là. Il peut y avoir c'est là où il y a beaucoup de poursuites, où il y a beaucoup de conflits ou de dilemmes. On se sent éprouvé. Et ça, c'est vraiment votre subconscient qui est en train de vous montrer ce qu'il faut que vous adressiez, ce qui est en général refoulé dans votre expérience physique, parce que vous êtes, surtout si vous êtes parent, dans le fonctionnel, dans le plan physique, vous avez vos responsabilités. Vous êtes aussi en full externalisation de votre attention pour prendre soin de votre famille. Donc, c'est normal que vous ne soyez pas en train de gérer vos dossiers émotionnels, etc. Donc, il y a une couche du rêve qui est magnifique, que je trouve qu'on néglige pas mal, qui est, on va appeler ça les appels SOS de votre corps émotionnel, qui dit, tu es toujours vraiment préoccupé par ça, s'il te plaît, occupe-toi-en. Et donc ça, c'est le premier palier de décolonisation, parce que vous remarquerez que ça ne ment pas. Vous aurez beau faire tous les coachings que vous voulez, vous aurez beau faire tout le travail somatique que vous voulez, vous aurez beau aller faire de l'ayahuasca, je ne sais pas quoi, s'il y a des dossiers de votre subconscient que vous n'avez toujours pas vraiment digérés, ça reviendra dans le rêve à cet espace-là, humblement. Et c'est trop beau parce que moi, la première, je suis quand même vraiment férue de développement personnel et je crois avoir réglé certains dossiers, surtout familiaux, d'insécurité, etc. Le rêve qui revient te dire, non, 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 il y a vraiment encore cette présence en toi. OK. Donc ça, c'est la couche émotionnelle. Il y a la couche mentale qui, alors là, si vous imaginez qu'en même temps qu'on sort nous-mêmes de nos différents corps, on va aussi dans les corps de la planète et dans les corps collectifs. Le corps mental, il devient intéressant parce qu'on sort quand même de votre individualité et on peut commencer à naviguer aussi des croisements avec le collectif. Et donc, c'est là où vous pouvez aussi capter des préoccupations collectives quand vous êtes dans cette couche mentale. Donc, c'est là où, par exemple, il peut commencer à y avoir des rêves très intéressants, un peu de prémonition collective. Il y a beaucoup de gens qui ont identifié qu'avant les grandes guerres mondiales et aussi avant le Covid, il y avait des gens qui, dans les rêves, avaient des prémonitions. Ça, c'est parce que vous êtes en contact dans ce corps mental, dans le rêve, et que vous avez accès à des dossiers qui sont à vous, dans vos préoccupations mentales, mais qui captent aussi les préoccupations mentales du collectif. Et là où c'est intéressant d'aller là-dedans, c'est que c'est là, en général, où vous allez avoir des symboles assez archétypicaux. Archétypicaux, ouais, c'est ça. Et vous allez avoir des informations qui peuvent des fois pas vous parler. Et c'est pour vous montrer à quel point la décolonisation dans les rêves est fascinante. Vous allez vous dire, c'est bizarre, j'ai rêvé de tel symbole, ou alors il y avait tel animal et je ne comprends pas pourquoi. C'est là où je trouve qu'il faut encore plus faire attention à ces rêves quand ils sont bizarres, parce que c'est cette conscience universelle omnisciente qui sait tout, qui est en train de te ramener des codes que toi tu sais à d'autres plans. C'est-à-dire, le sanglier, par exemple, à certains plans de ta conscience, tu sais très très bien ce que ça veut dire dans ta conscience à toi. Peut-être que dans ta vie pratique de tous les jours, ça veut rien, ça représente rien, tu n'es pas connecté au sanglier, mais tu as peut-être soit des vies passées, soit tu as peut-être eu des expériences chamaniques dans différents plans qui font que ça, ce symbole-là va éveiller le bon effet domino, le bon effet boule de neige en toi. Donc, toujours garder à l'esprit que
ta conscience humaine physique dans le plan physique, c'est là où tu es le plus colonialisé, le plus conditionné. Et même par toi-même, par tes croyances limitantes, par tes propres peurs et par tes effets réactionnaires, comme tu vas prendre une bataille contre ton conditionnement, c'est une autre forme de conditionnement. C'est peut-être toujours pas ta profonde, profonde nature. Et donc, ces rêves archétypicaux, j'y arrive pas, hein, c'est ça le mot, Ben, archétypaux, on dit non? Archétypaux, j'aurais dit. Les rêves qui touchent aux archétypes. Voilà. Je m'aventure dans des trucs des fois. Euh, Ils sont hyper intéressants parce que c'est là où tu te parles avec ta sagesse supérieure et tu te donnes des clés que peut-être ton humaine physique, elle n'a pas encore. Hmm. Il faut récupérer les codes parce que ta conscience supérieure, elle est tellement intelligente qu'elle sait que si elle te donne tel code, si ton humaine physique le récupère, ton humaine physique, elle va peut-être commencer à connecter des points nouveaux. Hmm. C'est c'est là où à chaque fois je suis un peu dépassée tellement c'est intelligent. Et des fois j'ai du mal à le communiquer avec des mots humains, mais essayez d'imaginer que la conscience supérieure, elle connaît toutes tes réactions en chaîne. On reste sur l'image du sanglier. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Euh, Moi, je sais pourquoi. Tu veux donner une hypothèse? Je suis très curieuse. Non, bah non, mais moi, par rapport à moi, à ce que ça fait écho chez moi, moi, je sais que, bon, on a parlé du transgénérationnel tout à l'heure, et puis éventuellement de venir Ah, à la session que tu fais pour les ancêtres. Et le sanglier, effectivement, c'est aussi le sauvage, mais moi, mes grands-parents et mon oncle, ils avaient un élevage de sangliers sauvages, et il y a toute une histoire familiale avec le sanglier. Donc, quand tu dis sanglier, moi, ça m'amène à un endroit non très mais tu précis. Et déconnes. je suis là, ah, je comprends ce qu'elle me raconte. Donc là, on est pile. Regardez l'intelligence de la conscience universelle. Moi, je suis pas du tout connectée au sanglier. Hmm. Je n'ai aucun lien. Et pourquoi mon exemple, c'est parce que je suis en train de te capter. Ok. Donc, c'est trop beau. Merci, génie universel, de donner un exemple live de cette omniscience. C'est-à-dire que la conscience universelle, alors, pardon, mais c'est tellement parfait ce moment-là. Je, je- en fait, je suis trop excitée. Il faut que je me calme un petit peu parce que du coup, je perds mon fil. Mais j'adore ce sujet, du coup, je m'emballe. Il y a Karen qui t'envoie des petits cœurs. La conscience universelle est tellement intelligente qu'elle va t'envoyer un symbole, sachant par exemple que tu vas peut-être parler de ton rêve à quelqu'un qui va te décrypter ton symbole. Ou alors sachant que toi, tu vas peut-être être perplexe et tu vas être là, pourquoi j'ai rêvé des Maoris hier? Ça n'a rien à voir avec ma vie. Et que ça te prépare peut-être pas pour aujourd'hui ou demain, mais peut-être que le fait qu'elle t'ait planté le code Maori à tel moment, ça va faire le bon effet boule de neige dans ton subconscient pour que le moment où dans le monde physique, il y a quelque chose Maori ou sanglier, tu es déjà prématuré dans ton subconscient quelque chose. La conscience supérieure, c'est tout. Elle sait avec qui vous êtes pote, avec qui vous parlez. Elle sait que tu vas voir ta copine Karen 2 jours plus tard et que tu vas peut-être lui raconter ton rêve et que ta copine Karen, elle sait ce que c'est les sangliers et c'est elle qui va te le dire. Euh, la conscience universelle, c'est absolument tout. Elle sait que tu vas refouler les choses qu'elle va te montrer et elle sait combien de fois il faut qu'elle te le montre pour que tu arrêtes de le refouler. Elle connaît toutes tes peurs, donc elle sait aussi que si elle t'amène une peur, il faut qu'elle te l'amène comme ci, comme ça. Donc, elle va dénaturer certaines peurs ou elle va emmitoufler certains concepts dans d'autres concepts, comme des poupées russes, pour que toi, tu acceptes de les déballer. C'est du génie. Moi, je n'en peux plus de à quel point c'est du génie. Et c'est du génie non conditionné, mais qui connaît tout de ton conditionnement et qui, du coup, te l'apporte en micro-dosage en ayant la sagesse du temps qu'il te faut toi pour réagir et intégrer certaines choses. Ça connaît tes résistances, ça connaît des fois tes flemmes, ça connaît tout. Ça Et a l'amour. voilà, c'est en train de naviguer avec toi pour te donner les bons codes. Alors, pourquoi j'insiste autant sur ça? C'est parce qu'en ce moment, je vois qu'il y a beaucoup d'attrait sur la manipulation des rêves et le fait de se réveiller dans l'astral, de faire des sorties de corps,
de se réveiller dans le rêve pour pouvoir faire des trucs, d'être peut-être proactif dans son rêve. Et n'oubliez pas que nous, on est tous là dans cette question de comment est-ce qu'on peut retrouver notre nature authentique et sauvage. Il faut vraiment pas oublier qu'on est extrêmement conditionné, on est extrêmement dénaturé. Et donc même nos intentions d'avoir certains pouvoirs dans le rêve sont hautement colonialisées et hautement manipulées par des programmes qui nous ont détachés de notre nature fondamentale. Et c'est pour ça que je ne recommande vraiment pas de triper sur se réveiller dans le rêve et commencer à faire plein d'actions et de pouvoirs et d'interventions parce que c'est interventionniste et que du coup, c'est encore lié à notre volonté limitée, conditionnée, colonialisée. Alors que si on est en réceptivité, un peu comme on est juste au téléphone et on reçoit les codes, donc tu vois tes rêves, tu les écoutes, tu essaies de les retranscrire, tu es au téléphone, tu reçois le message, ça va permettre que ta conscience t'envoie, vu qu'elle, elle a le plan macro. Elle connaît le futur, elle connaît le passé, elle sait ta temporalité, elle sait le temps qu'il te faut pour évoluer. Du coup, elle t'envoie les bonnes choses. Et si toi, tu pars en logique interventionniste, toi, tu sais rien. Mm. Tu sais pas où tu vas. Voilà, c'est important pour moi d'insister Non, sur ça. on sait pas où on va. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, ce que j'aime dans le sauvage, c'est que j'ai la sensation que c'est ce qui me permet le plus de me rapprocher de l'illimité. Parce que sinon, je suis tout le temps avec ma tête en train d'essayer de décider pour des choses que je ne sais pas, puis qui sont déjà On reliées ne au sait pas. passé, tu vois. Et moi, tout ça, ça m'a attisé une question qui a pas trop de rapport avec ça, mais en t'entendant parler, quel est notre libre arbitre alors? Est-ce qu'il y en a un? Ça, c'est la question fondamentale, hein. Alors, ouah, c'est chaud cacao. Tu vas aller là? Ok, Ok, Johanna. excuse-moi. Non, bah Non, sinon. non, non, mais on y va, on y va. Préparez-vous, mettez vos ceintures. Alors, la question fondamentale à laquelle je ne suis pas claire personnellement, et j'investigue sur ça en disant à l'univers, bah vas-y, c'est toi qui sais, moi je sais rien. C'est est-ce qu'une incarnation nous appartient? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui a besoin de notre incarnation pour faire quelque chose? Moi, j'explore énormément les thématiques de on a une conscience supérieure qui est intemporelle et qui a, on va dire, on va faire une arborescence. Ah, attention, on essaie de mettre de la structure dans tout ça. Imaginez, euh, au gros plan macro, on est la source. La source, pour avoir plein d'expériences et goûter à ce qu'elle est, elle se fractalise en des macro-consciences, ce qu'on pourrait appeler votre conscience supérieure. Cette conscience supérieure, elle a plein d'expériences différentes, de vies différentes. Et nous, là, Johanna, moi, vous, on est une vie, un peu comme bah, une encre du bateau. Mais le bateau, il peut changer d'encre. Le bateau, il continue, il va changer, il va trouver une encre un peu plus sophistiquée pour s'accrocher à des coraux. Hop, il passe à des sables, il a besoin d'une autre encre. Donc, nous, on est juste adapté à ce que la conscience supérieure a besoin d'expérimenter à un moment. Et c'est ce qu'on appelle notre thème astral ou notre human design. C'est ce programme. C'est le programme que la conscience supérieure qui connaît le grand design, qui connaît les vies passées, qui connaît les vies futures et qui sait les expériences qu'elle a envie de goûter dans son panier, elle a programmé une incarnation pour être la bonne encre dans ce moment-là. Donc, elle te programme avec ton signe solaire, ton ascendant, ton Mercure en ceci, ton Mars en cela, pour que tu aies certaines appétences. C'est pour ça que tu arrives à un certain moment. Donc, vous qui êtes mère, l'arrivée de vos enfants qui, par exemple, pourquoi il a 2 semaines de retard, cet accouchement, ou mais pourquoi il est prématuré de 1 mois, cet enfant? Mais c'est parce qu'il fallait ces codes-là à ce moment. Les gens qui n'arrivent pas à tomber enceinte, c'est parce que l'âme ne veut pas ces codes-là. C'est pas, non, je veux pas, cette constellation-là, c'est pas le but de la conscience supérieure à ce moment-là. Et quand ça arrive, c'est parce qu'il y a une volonté de la conscience supérieure. Donc, est-ce qu'on a du libre arbitre?
que moi j'ai compris dans mes recherches, c'est il y a ce programme supérieur qui, euh, qui nous a programmés. Et nous sommes la réalisation de ça avec toute notre fibre qui est aussi très bien, euh, comment dire, c'est très bien designé avec l'héritage qu'on va avoir de nos parents, parfaitement designé. La conscience universelle connaît toute la lignée paternelle, connaît toute la lignée maternelle, connaît tous les traumas. Et du coup, elle envoie des âmes qui ont en général des vies passées complémentaires à ça pour créer des recettes parfaites. Et donc, il faut savoir que du coup, je prends mon exemple, Beata, euh, j'ai du libre arbitre dans le sens où dans chaque instant, je peux choisir ma réaction à quelque chose, mais ma perception, ma, ma, ma sensibilité énergétique est déjà programmée par une conscience supérieure qui me désire telle qu'elle. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de frustration dans ma vie avec ça, parce que par exemple, j'ai une hypersensibilité à la mélancolie ou par exemple à l'agressivité, qui sont des choses que je ne désire pas du tout avec ma volonté personnelle. Mais genre zéro. Je veux être ni agressive ni mélancolique. Mais c'est des codes, et si tu regardes mes compositions énergétiques, c'est complètement présent. Et du coup, tu dois aussi accepter que même si je peux choisir moment après moment mes réactions, l'orientation de ma journée, le design, il est fait pour quelque chose qui me dépasse. Et il faut que je fasse confiance à ça. Donc moi, en ce moment, je suis en train de travailler à des niveaux supérieurs sur la notion de confiance à ce qui m'a programmé et d'accepter la nature des choses. Alors là, on est au niveau sauvage supérieur, c'est-à-dire, ça voudrait dire que mon agressivité et ma mélancolie sont les pièces parfaites de mon engin, de mon vaisseau, selon le design universel. Alors, c'est pas confortable, mais si je pense qu'il va y avoir du génie le jour où vraiment j'accepte, je surfe avec ça, avec beaucoup moins de résistance, et je pense que c'est là où mes différents arts vont se développer, c'est là où il y aura quelque chose de plus vitalisé. Et du coup, c'est pour chaque individu, on a tous nos dilemmes, on a tous nos. Je pense qu'en même temps que je suis en train de dire ça, je suis sûre que vous avez de la résonance avec vos dossiers à vous, les choses que dans votre personnalité, vous êtes peut-être en train de négocier, de résister ou d'essayer encore de transmuter. Et la question après du libre arbitre, elle est hyper intéressante parce que ce que j'ai réalisé, c'est qu'on est quand même dans une réalité énergétique en permanence et que tout ce qui vient à nous, les gens qu'on rencontre, les partenaires qu'on attire, les événements du quotidien, par exemple, les gens qui ont des accidents, qui se blessent, même la maladie, c'est l'énergie de vie qui est extrêmement intelligente sur le design qu'elle a préconçu, qui sait exactement ce qu'il nous faut. Et si vous regardez, ça ne manque pas. C'est les gens que vous attirez, même si vous vous hackez, même si vous essayez de changer de fréquence, même si vous essayez de, de, de vous améliorer ou ouais, vous avez d'un seul coup décidé que vous avez envie d'être beaucoup plus confiante en vous. Du coup, vous vous mettez à faire telle pratique. Vous allez même prendre des suppléments alimentaires. Vous avez pris un coaching super cher pour avoir confiance en vous. Mais les événements de la vie vont venir amener ce qu'il faut, indépendamment de ce que toi, tu as décidé, faire le programme qui doit avoir lieu. Et ça, on ne peut pas y éviter. On ne peut pas y échapper. Mais ça n'empêche que de moment en moment, il y a cette responsabilité de l'usage de notre attention, de notre énergie et de ce à quoi on dit oui ou non. Wow, merci. Mais, mais, mais voilà, du coup, mon sentiment, c'est que même si on a l'impression qu'on dit oui ou non, c'est intéressant parce que revenons à la nature sauvage. Restons sur le truc de la confiance en soi, là. Donc, j'ai décidé que je voulais avoir plus confiance en moi. Je fais un coaching, tac, tac, tac. Est-ce que c'est sauvage de faire ça? Est-ce que c'est ma nature sauvage? Ou est-ce que je suis en train de vouloir avoir confiance en moi parce que j'ai une croyance limitante de ne pas être assez, parce que je trouve qu'en ce moment, la société est très consumériste et j'aimerais bien être comme mes copines millionnaires, je sais pas quoi. Et du coup, je suis en fait quelque chose de hautement conditionné et je suis toujours pas dans ma nature sauvage. Hmm. Bah, l'univers, il sait ça. L'univers qui a le grand plan macro, il sait,
Oh my God, ils sont dans l'ère de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux. Ok, donc là, elle a envie aussi de faire l'expérience de son ego populaire. Ok, donc elle va faire ça. Bah, moi, je vais, pour compenser, pour qu'elle reste dans sa destinée, je vais lui envoyer telle relation karmique, je vais lui envoyer telle maladie ou telle. Et ça, ben, on ne peut rien y faire, quoi. Hmm. Ouais, j'adore ce que tu as partagé sur ça. Non, mais parce que moi, c'est une question, tu vois, justement, qui m'a toujours titillée. Puis j'aime ce que tu dis, on est responsable de notre énergie, de notre attention. Et le reste, finalement, peut-être que le plus sauvage, c'est justement d'apprendre à vraiment aimer nos conditionnements, quoi. Moi, ça fait quelques semaines que Hmm. ça me traverse la tête, mais bon, je suis encore un peu en résistance avec cette idée-là. Mais oui, peut-être que finalement, tu vois, Je est crois que le parfait comme on est plus, arrivé. clairement, dans ce que tu dis, moi, ce qui m'a toujours interpellée, pour petite info, c'est trop cool que tu m'invites ici parce que pendant au moins 20 ans, peut-être même 25 ans, j'ai refusé d'utiliser toute forme de cosmétique, j'ai refusé de prendre soin de mes cheveux, j'ai refusé de m'acheter des fringues parce que j'étais dans cette logique de je veux être le plus naturel possible. Mm. J'ai fait de l'humanitaire, j'ai voulu aider les peuples indigènes à rester sur leurs territoires ancestraux. Donc moi, la thématique de préserver l'authenticité naturelle originelle, c'était ma ligne de vie. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est, guys, c'est impossible. Mm. Forget it. On n'est pas sauvage. Fuck it. T'es pas sauvage. Beata, t'es pas sauvage. Tu veux pas te mettre de crème, tu veux pas te coiffer, mais t'es pas sauvage. C'est fini. Tu viens d'une lignée qui a été comme des animaux. Pardon, mais ça serait comparé un loup qui n'a jamais, jamais, jamais connu l'espèce humaine à un chien qui, du coup, le chien, il a quelque part dans sa génétique un instinct sauvage. Mais ça va faire genre des milliers de générations que le chien, il a été dénaturé et dénaturé et dénaturé. Et donc toi, mon amour qui écoute là, tu veux redevenir sauvage? Mais c'est quand que ça a commencé le conditionnement non ligné? Comme le chien. Mais le génome sauvage, sauvage brut, qui est pas du tout conditionné, mais laisse tomber, il n'existe plus. Du coup, merde. Mais du coup, c'est hyper vrai ce que tu viens de dire. Du coup, sauvage, c'est aussi accepter ton conditionnement et te dire, fuck, ok, bah, on est comme une espèce canine qui a été hautement génétiquement modifiée. On n'est plus lupus, on n'est plus l'espèce du loup sauvage qui est complètement relié à son instinct avec la nature, qui n'a pas perdu la symbiose avec le flux universel et qui opère que comme ça. On est la race canine qui a été, on va dire, que, j'ai pas envie de dire, on n'est pas des OGM, mais un peu quand même par l'éducation et imaginez, mais en ce moment, il y a des réels hyper intéressants qui circulent sur les réseaux sociaux qui disent, imaginez à quel moment on a dit que ça, c'était naturel versus, vous avez vu ces types de réels qui circulent et on nous montre les autoroutes, les fast-foods, les écoles où les enfants sont sur des chaises et on nous dit, imaginez à quel moment on croit que ça, c'est normal versus, et là, ils montrent des gens qui sont autour du feu, dans des rivières. Et donc, c'est là où il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de révérence pour nous toutes, là, qui sommes en train de se poser la question de comment on saurait en sauvage. C'est d'avoir une compassion supérieure, comme pour le chien qui maintenant donne la patte et lèche l'humain et accepte d'être en laisse. Nous, on est pareil. Et le chien, si tu le lâches dans la forêt, mais il sait pas quoi faire. Et c'est pas dire que vous n'êtes pas compétente. C'est pas dire que vous n'avez pas bien appris comment être wild. C'est pas du tout un manque de respect pour vous et de vous dire vous êtes c'est parce que vous passez pas assez de temps en nature. C'est beaucoup beaucoup plus sophistiqué que ça. C'est que c'est vos parents, vos grands-parents, vos arrière-arrière-grands-parents et on remonte, mais je pense bien 100 générations au-dessus de vous, qui ont fait exprès de perdre leur sauvagerie, Mm. qui ont tout fait pour pas être sauvages et qui avaient cet amour de la sophistication. Alors là, le français, la sophistication, Ouais, ça le passe. sophistiqué.
le langage. Mm. Et c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant qu'on se pose ces questions en France et dans les cultures francophones, parce qu'on est quand même la crème de la crème de... On adore le sophistiqué. On Mm. adore l'Académie française, on adore la justice, on a créé des systèmes compliqués de gouvernance, mais c'est tellement compliqué. Le code de la route, on adore. Mais il n'y a pas de code de la route en Indonésie. Moi, je vis à Bali, il n'y a pas de code de la route. Il n'y a pas de limitation de vitesse, il n'y a pas de panneau, ça n'existe pas. Donc, en termes de civilisation qui adore se sophistiquer et ne pas être sauvage, mais alors là, les Français, mais genre 5 étoiles. Et là, du coup, nous, on est une génération ovni, Mm. où on est en mode, non, nous, on veut plus. On veut plus. Et Et c'est là où on va dire, mais laisse tomber, ma chérie, si tu veux te réensauvager, il va falloir que toi, tu commences à 3%. Ta fille, elle va peut-être faire 5%. La fille de ta fille, elle va peut-être faire 10%. Mais la question fondamentale, c'est est-ce que le chien, posez-vous la question avec le chien, est-ce que le chien qui, de génération en génération, a perdu son sauvage du loup pour devenir une race apprivoisée, qui lèche l'humain et peut être en laisse, est-ce que nous, qui avons eu le même processus avec notre éducation et nos formes, ben, tout ce qui nous a conditionnés, est-ce qu'on peut revenir au loup? Mon hypothèse personnelle, c'est que non. Mm. Il va falloir inventer un nouveau truc. Mm. Sorry, Mhm. I'm so sorry. Mais non, mais Il va c'est bien falloir avoir... de le dire dans la conception. Et c'est hyper intéressant. Et merci d'être là et de le partager, ça, tu vois. Et moi, je pense que, en tout cas, dans ma quête personnelle à moi du sauvage, ça serait de réussir à plus entendre mes vrais appels de l'âme. Si je pouvais le qualifier d'une manière, tu vois, ça serait ça. Alléluia. Ouais, ouais, carrément. Et j'ai une question de Lila, je te la pose avant de terminer. Elle dit, qu'est-ce que tu penses de la théorie du fondateur du Human Design qui dit qu'il y aura beaucoup plus d'enfants autistes nés en 2027 pour ouvrir les consciences? Ben, je ne l'avais pas entendu, cette théorie, mais je pense qu'il y a une grande vérité. Alors vraiment, allez écouter Télépathie Tapes. C'est comme ça qu'on fait pour devenir des loups, sinon on fait des enfants autistes et Down syndrome. Alors, non mais alors je suis extrêmement émue, ça me touche parce que j'ai des amis qui récemment ont fait une intervention de grossesse, une interruption de grossesse. Excusez-moi, mais cette question, elle est lourdingue. Combien d'entre nous connaissons ou avons peut-être nous-mêmes interrompu des grossesses parce que l'enfant présentait un syndrome ou une maladie? Il faut se poser la question, pourquoi il y a ceci qui se passe? Pourquoi il y a autant d'enfants qui arrivent avec ces caractéristiques-là? Quand tu écoutes Télépathie Tapes, alors je sais que ce que je suis en train de dire, je vous demande pardon, hein, je mets vraiment, je vous fais une immense révérence parce que je sais que si jamais il y a des gens qui m'écoutent qui ont dû faire des interruptions de grossesse, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux et je vous présente vraiment mes excuses si j'ai abordé ça de façon légère et frivole, pardon, avec tout mon respect, toute ma révérence et tellement d'amour pour le processus de chacun. Juste savoir qu'il n'y a peut-être pas de coïncidence au fait que la conscience supérieure sait à quel point on est conditionné et va du coup peut-être envoyer des formes humaines qui ne sont pas touchées par ça. Hmm. Dans le podcast Télépathie Tapes, c'est trop beau parce qu'un enfant qui a un syndrome de Down ou un enfant profondément autiste qui ne peut pas parler, il s'en fout de comment il s'habille, il s'en fout de réussir une profession dans sa vie, il n'a rien à prouver financièrement, il n'en a rien à foutre de est-ce qu'il a une mission pour le reste de l'humanité. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il est. Et en général, si vous dialoguez avec ces enfants, ces gens, ils sont extrêmement heureux, extrêmement émerveillés de tout. Hmm. C'est trop beau. C'est des gens qui, par exemple, peuvent... Moi, j'ai la petite sœur d'un ami qui a un gros syndrome de Down et elle adore les bananes. Elle a une fascination pour la banane. Elle adore la couleur, elle adore la forme. Et du coup, elle est complète dans son expérience humaine parce qu'elle expérimente le phénomène banane. Et elle est complète.
Et dans son expérience énergétique de conscience supra, elle a accès à la télépathie, elle a accès à de la prémonition, de la clairvoyance. Et du coup, c'est effectivement une forme d'humanité qui est très différente de nous tous, là, qui sommes très préoccupés de laisser une empreinte, essayer de changer quelque chose dans la communauté ou créer le nouveau monde. Mais on est des tarés, nous, là, avec nos préoccupations. Et du coup, on se rend pas compte qu'avec ces agendas qu'on a là, mais on n'écoute toujours pas la vie. On écoute quand on est en mode genre, on va changer le monde, on va faire des nouveaux trucs, ou alors je vais devenir quelqu'un, je vais faire carrière. On se rend pas compte que comme on est tellement préoccupé par ces agendas-là, on n'écoute pas et on n'est pas disponible pour une expérience autre de la conscience. Donc, pardon, c'est Lila qui a posé la question. Oui. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit juste. Par contre, ça va vraiment poser la question, est-ce que les humains vont accepter? Hmm. Parce que ces enfants ne peuvent arriver que s'il y a des parents qui acceptent de les accueillir. Et moi, c'est une question que je pose quand je date quelqu'un. Je dis, si je tombe enceinte et que l'enfant est handicapé, tu fais quoi? Ah ouais, carrément. Et C'est une question de date. bonjour. Bonjour. Ok. Ça expliquerait que je suis toujours célibataire. Mais tout ça pour dire que la conscience est très habile, très agile. Et je ne sais pas si tu te rends compte de la perfection de ce live parce que tu as posé la question du libre arbitre. Et là, on touche quand même un os. L'arrivée des enfants, ça dépend quand même du libre arbitre d'un humain. Hmm. Une mère qui C'est dit oui, vrai. j'accepte cette grossesse, un père qui dit oui, j'accepte d'être le père. Et même si la conscience, elle a tout orchestré, ça dépend quand même de oui, non. Ouais. Ouais, Donc faut- là, on est en train de faire un... Waouh, quelle belle interconnexion entre les humains conditionnés et ces plans subtils qui savent tout. On est en train de faire une belle collaboration là. Et c'est normal qu'on soit dans certaines peurs, les humains. Enfin, c'est un monde incertain et waouh, quelle question. Je suis très, très, très touchée de où c'est allé ce live. Oh my God. On devait Euh, parler que du rêve. Qu'est-ce qui se c'est ça, passe? et puis on avait dit qu'on Hein. faisait 35 minutes et il est 10h56. Bon. Ah, Dis juste, Lila dit oui, l'autisme après ça se détecte pas dans le ventre de la maman, c'est vrai. Est-ce que tu veux nous parler de samedi, ton rituel avec les ancêtres qui arrivent, puisqu'on a aussi beaucoup parlé des ancêtres et de la place que ça a dans notre conditionnement ou notre sauvage, hmm, on va le voir d'un prisme ou waouh. de l'autre. Oui, alors, le pont qu'on pourrait faire, c'est, vous voyez, comme là, on a parlé de la conscience supérieure qui sait ce dont il y a besoin et qui peut faire du coup arriver des enfants propices à ce dont il y a besoin. En fait, ça fonctionne de la même façon en amont. C'est-à-dire, les ancêtres que vous avez et les histoires qui vivent dans vos lignées, c'est de l'architecture ultra sophistiquée, de la conscience universelle qui sait exactement ce qu'il faut comme trigger, comme pression ou comme contrainte, comme par exemple, on va parler des blessures fondamentales, par exemple la honte ou la culpabilité, la peur, la jalousie, ces choses-là. Ce sont des phénomènes qui servent à quelque chose en vous pour vous faire aller dans la direction de votre mission d'âme. Et si vous n'étiez pas chargé sur différentes générations, prenons un exemple, celui de la honte. Un enfant, il peut avoir honte quand il est jeune, par exemple, de se déshabiller devant ses copains ou de ne pas être assez fort au sport par rapport aux autres. Mais il y a des hontes, si c'était juste dans cette vie-ci qu'on avait de la honte, ça serait très léger et ça serait très facile de s'en débarrasser. Donc l'univers n'aurait pas une charge suffisante pour créer une redirection d'une trajectoire humaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, pensez à un petit garçon qui va tellement souffrir de la honte
qu'il va prendre sa vengeance et il va devenir designer, et il va créer son entreprise et d'un seul coup, il a inventé des fringues qui n'existaient pas avant parce qu'en fait, il a tellement souffert de son isolation et de la honte qu'il a vécu que, pouf, redirection. Pour orchestrer un truc comme ça, l'univers, il a besoin que ce soit chargé et que la honte, ça te touche vraiment, mais genre coronesque, quoi, que tu puisses pas respirer. Et si c'était pas programmé par plusieurs générations, tu t'en tamponnerais, tu ne connaîtrais pas la honte. Donc, on va remonter jusqu'à Adam et Ève, on va dire. Je ne sais pas si vous avez déjà calculé que l'histoire de Adam et Ève, c'est qu'avant de manger le fruit, ils ne connaissaient pas ces choses-là de la honte, etc. Et mon interprétation de Adam et Ève, c'est l'univers, il voulait une disruption du paradis pour connaître quelque chose. Du coup, il amène ces facteurs de la gêne, de la culpabilité, de la comparaison, de la sensation de ne pas être assez, le besoin de se prouver, qui sont des choses qui a besoin d'être, ça a besoin d'être structuré sur plusieurs générations pour que ça t'atteigne réellement. Et donc les ancêtres servent à ça. Bonjour, on réinterprète complètement le bordel. Donc, moi, par exemple, j'ai des thématiques de guerre et d'exil dans mes ancêtres. Chez la mère, chez le père, des tas je ne rentre pas dans les dossiers parce que c'est super intime, ces choses-là. Mais ça crée quoi en Béata? Et juste pour info, ces sujets-là sont chez mon père physique et ma mère physique. Chez mes grands-parents, des deux côtés, on retrouve des fractales. C'est incroyable comme les sujets se réverbèrent et s'entretiennent de génération en génération de façon très sophistiquée. Donc, par exemple, on va avoir la grand-mère, elle va être victime de guerre. L'arrière-grand-père, il va être perpéteur. Oh my Il va God. être bourreau de guerre, par exemple. Bourreau de guerre. Du coup, comme ça, on a le problème des deux points de vue. Et la génération de ma mère, elle est en mode victime de, bah, on est paumé, on sait pas ce qu'on est. Et moi, je suis révolutionnaire parce que programmée sur ces différentes générations. C'est à ça que ça sert, les ancêtres. Ça sert à créer des programmes ultra sophistiqués de croyances et de sensibilité, de réactivité qui sont suffisamment intenses pour que ça te réoriente dans ta vocation, dans ta mission d'âme. Et l'univers, il sait tout. Il sait. Alors là, je vous amène une petite touche. C'est la petite cerise sur le gâteau. Cadeau pour vous. Allez, hop. Parce qu'on n'est plus à ça près maintenant. C'est que pour que ce soit suffisamment complexe pour ta mission de vie, on va aussi te mettre des vies passées. Et les vies passées, l'avantage, c'est que là, on peut aller dans le super supranaturel. Donc, par exemple, tu peux aller avec les dragons, tu peux être esclave, tu peux être en Égypte. On ne sait même pas si c'est réel ou pas, mais par contre, tu as les codes. Moi, j'ai vraiment une hypothèse, je ne sais même pas si les vies passées, c'est réel, mais par contre, tu as les codes. J'ai récemment fait la réception d'une centaine de vies passées où je me fais torturer. Et en fait, c'est génial parce que c'est parfait pour me surcharger en moi, je vais être une défense. Je suis j'ai tellement été torturée dans les vies passées que je suis une tarée de la défense dans cette vie-ci. Ce qui fait sens avec mes ancêtres. Ah ouais, on va la charger comme comme ça. Donc, Ouais. C'est vraiment bizarre les codes de la mélancolie et de l'agressivité quand même, du coup. toi, tu perds pas le fil. Non, non, du coup, l'agressivité, c'est logique. C'est genre, elle se défend. Et la mélancolie, c'est elle est victime. Hop. Et donc, moi, il faut que je fasse le Rubik's Cube de ça. C'est-à-dire, ah, merde, il faut que j'encastre bien ces différentes thématiques comme vous. Vous, un être humain, en fait, c'est trop beau. Vous allez peut-être avoir beaucoup plus de compassion pour tous vos copains d'un seul coup. C'est essayer d'imaginer que chaque fois que vous croisez un être humain, il est aux prises avec cette complexité. D'être chargé de centaines et de centaines de générations de dossiers qui ne sont pas terminés, qui vibrent encore dans le système nerveux, et de complexité de vie passée qui exacerbe certaines croyances ou exacerbe certaines réactions. Et vous êtes ça. Et on essaye de nous dire de rester calme à l'école et de rester calme en société, genre faites pas trop de mouvements. Et vous êtes là en train de sentir tout ça.
Donc, qu'est-ce qu'on fait samedi? C'est ça, qu'est-ce qu'on fait samedi? Qu'est-ce qu'on fait samedi avec ça? Samedi, en fait, je vais faire un rituel parce que c'est la pleine lune en scorpion dans la période du taureau. La période du taureau, c'est vraiment un moment très racinier. On est en train de se mettre bien dans notre corps physique. On touche à notre thématique de notre abondance, de notre, même notre confort physique. La période du taureau, c'est assez charnel, matériel, confort, racine, grosso modo. Et la pleine lune en scorpion dans cette période-là, elle vient montrer le contraste de c'est quoi, ce serait quoi les choses qui font un peu glitcher tout ça? C'est quoi les choses dans l'invisible qui viennent compromettre ton aisance dans le monde matériel, ton aisance dans ton corps physique, ton aisance avec ta sensualité, ta sensation des émotions, de ton plaisir sexuel même. C'est quoi les choses qui sont stockées dans l'invisible qui compromettent ça? Et donc, voyant venir le truc, personnellement, j'ai fait, OK, on va faire un rituel pour les ancêtres. Parce on peut pas toucher à tout l'accordéon de ce qui nous conditionne dans l'invisible. Mais pendant la pleine lune, je vais proposer qu'on vienne dialoguer avec la lignée paternelle et avec la lignée maternelle et qu'on vienne avoir cette révérence de, c'est très probablement extrêmement chargé chez chacun d'entre nous, de choses qui peuvent être soit très tristes, soit des fois très conflictuelles ou des choses que l'on refuse catégoriquement de perpétuer. On est en mode, ah non, mais avec moi, ça s'arrête, je refuse d'être ton héritier. Des fois, il y a des trucs comme ça, hein. Moi, j'ai beaucoup de révérence sur la complexité de ce travail parce que des fois, on ne veut pas appartenir à sa famille Mm. pour des raisons qui peuvent être tout à fait légitimes. Et des fois, on n'a pas le choix. C'est qu'il y a plein de gens aussi qui ne connaissent pas ou qui ont perdu les codes ou qui ont eu des ruptures familiales. Il y a peut-être eu des divorces où du coup, on ne connaît pas la lignée du père, des choses. Il y a tellement de complexité aujourd'hui. Mais on va faire un travail dans l'astral parce que vous connaissiez ou pas, que vous soyez en contact ou pas, dans l'invisible, on peut faire énormément de travail. Et du coup, ça va être de l'ordre presque de la constellation familiale, ce qu'on va faire, qui va permettre de, avec révérence, dire, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais toi, tu sais, puisque tu es dans l'invisible, que tu as déjà passé le voile. Et je viens avec révérence m'ouvrir à collaborer avec toi dans cette mission divine. Je viens m'ouvrir à réceptionner ce pourquoi moi je suis venue, ton héritier, pourquoi mon âme avec ma nature, je viens après toi. Ça ne veut pas forcément dire que je perpétue, mais viens, je viens créer le dialogue. Et le rituel, ça va pas être le moment où on va faire la thérapie, mais c'est le moment où vous allez réouvrir le dialogue et vous allez recréer le lien. On va le faire vraiment symboliquement. J'ai vraiment hâte de faire ce rituel. Il y a quelque chose qu'on peut faire qui permet vraiment de réouvrir les vannes pour qu'ensuite vous récupériez vos codes. Donc, vous allez pouvoir récupérer des dons, de la connaissance, de l'énergie, de l'intuition, de même votre équipe. Il y a une phrase que j'adore et j'aurais même aimé commencer cette réponse avec ça, c'est si seulement on voyait ce qui marche à nos côtés dans l'invisible, on n'aurait jamais peur. Mm. Si seulement on voyait qui nous accompagne, on n'aurait jamais, jamais peur. Même avec leur complexité, même avec leurs défauts, même si vos ancêtres, ils étaient dans la précarité ou peut-être que c'était des escrocs, je ne sais pas, vous allez comprendre pourquoi. Mais pour comprendre, il faut récupérer le code. Et Ah. ça joue toujours pour le plus beau outcome. Tout est d'une architecture ultra sophistiquée pour le plus grand bien, pour Mm. l'évolution de cette conscience qui connaît le plan macro. Super. Je mettrai le lien dans les commentaires pour celles que ça intéresse de te rejoindre Oh, samedi. merci, ça me touche, merci infiniment. Et tu vois, en fait, la conclusion à laquelle ça m'amène sur le sauvage, parce que je t'avais partagé en début, puis vous le savez aussi, l'expérience avec ce sommet, c'est que moi, j'étais fâchée avec ma lignée originelle de femme et que j'y suis revenue au travers de, voilà, tout ce qui s'est passé dans la préparation de ce sommet. C'est ça la synchronicité.
Waouh. Et je fais en ce moment beaucoup de travail avec les femmes pour monter sur scène, libérer la parole et tout. Et en reconnectant avec ma grand-mère, elle me partage la honte qu'elle a et qu'elle a jamais, voilà, osé dire, etc. Tu vois. Et donc, je me dis, je crois que tu sais, c'est ce qu'on disait, d'avoir beaucoup d'amour pour nos conditionnements, pour ceux de ma grand-mère. Et je crois que le sauvage, en fait, tu vois, après notre conversation, ça serait ne pas nier ce qui est dans notre expérience terrestre. Et en fait, on passe son temps à vouloir renier Mm. ça alors que, tu sais, c'est là hyper fort et Ah, que ça sert à quelque chose, quoi. oui, ah Peut-être bah, ça tu peux. pourrait être ça, tu vois. C'est la plus belle chose. Voilà, s'il y avait un truc à revenir, à retenir de ce live, c'est ça. Ouais, extrêmement bien dit et tellement juste. Ouais. Un grand merci, Beata, pour ta présence. Avec C'était un plaisir. super plaisir régal. Bon, on est un petit peu passé, je suis désolée pour toi. Plein d'amour et toutes celles qui ont écouté, prenez le temps pour intégrer ce qu'on vient de dire. On a quand même soulevé des énormes, énormes sujets. Allez-y doucement, tranquillement. Et sachez que la conscience supérieure savait que vous alliez écouter ça. Elle va œuvrer avec vous. Donc, Yes. everything is fine. Plein d'amour. Merci. Salut à Bye. tous.